Bonjour à vous tous et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire Face aux chrétiens. Je suis heureux d'accueillir aujourd'hui Claude Bartolone, député socialiste, président du Conseil général de Seine-Saint-Denis et ancien ministre délégué à la ville dans le gouvernement Jospin. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Avec moi sur ce plateau de Catéo pour vous interroger des journalistes de médias chrétiens dans leur diversité. Bernard Gors pour le quotidien La Croix, bonjour. Louis Defresne pour Radio Notre-Dame et Romain Masneau pour le réseau de radio chrétienne RCF. Bonjour. Alors je vous propose que l'on s'arrête quelques instants sur votre engagement politique personnel, puis nous ouvrirons le dossier que nous avons retenu pour cette émission, les réponses à la crise au lendemain du sommet social, entre donc les mesures annoncées par Nicolas Sarkozy et les propositions déjà connues de François Hollande en attendant celles qu'il énoncera dimanche prochain à son meeting du Bourget. Et nous terminerons, comme d'habitude, par quelques questions d'actualité. Alors parlons donc d'abord de vous, Claude Bartolone. Pendant longtemps, vous avez été lieutenant fidèle de Laurent Fabius, puis vous avez soutenu le projet de candidature de DSK, puis celle de Martine Aubry aux primaires, avant de rallier François Hollande. Alors ma première question est toute simple. Tout cela s'est-il fait sans état d'âme? Pour vous, est-ce que tout le monde est uni, homogène, derrière la candidature de François Hollande? Est-elle la meilleure candidature pour les socialistes aujourd'hui? Sans état d'âme. Lorsque l'on vous donne la parole et que vous avez la possibilité de choisir, après, dans une organisation collective, c'est la règle du jeu. Vous pouvez être majoritaire, minoritaire. Bon. À l'époque, j'ai choisi de soutenir Dominique Strauss-Kahn parce qu'il me semblait, compte tenu de sa dimension internationale, compte tenu de la reconnaissance qu'il avait au niveau économique et de son savoir-faire renforcé par ses responsabilités au FMI, il me semblait être celui qui pouvait être en situation. La vie a fait... Exit DSK, Martine Aubry ensuite? Martine Aubry, je l'ai soutenue dans la mesure où elle me semblait, en tant que première secrétaire, pouvoir faire la différence pour ne pas choisir sur des choses secondaires. Vous voyez, j'ai tout de suite dit, il y a peu de différences économiques et sociales sur l'analyse de Martine Aubry et de François Hollande. Et de ce fait, ça me semblait pouvoir être un élément de rassemblement que de dire à partir du moment où il n'y a pas d'écart entre l'un et l'autre, choisissons la première secrétaire qui est finalement l'incarnation du rassemblement des socialistes. Bon, dans le cadre de la campagne, François Hollande s'est imposé. Ça veut dire différence de style, mais pas différence forcément de programme entre Martine Aubry et François Hollande? J'en suis persuadé. Ça veut quand même pas dire blanc bonnet et bonnet blanc. Non, mais si vous voulez, malheureusement, malheureusement et heureusement, si nous gagnons l'élection présidentielle, heureusement, malheureusement, nous allons arriver dans une période que nous n'aurons jamais connue dans notre existence politique. C'est une période d'argent public rare. Alors les partis ont l'habitude souvent de se déchirer, il faut bien le reconnaître, aussi bien d'ailleurs à droite qu'à gauche. Tout le monde est uni? Oui, et je pense pour plusieurs raisons. Vous voyez, à la fois des raisons que je qualifierais générationnelles et des raisons politiques. D'abord, je crois qu'il y a toute une partie des responsables historiques du Parti socialiste, la génération Mitterrand, qui sait très bien que ce coup-ci, c'est la dernière fois où ils peuvent marquer l'histoire, dans un combat actif. La deuxième des choses qui va beaucoup compter et qui va être un atout, c'est que nous avons un réseau d'élus locaux énorme. Et dans le passé, pour un certain nombre de ces élus locaux, ils pouvaient se dire, après tout, on perd au niveau national et on gère au niveau local. Là, ils ont pu constater avec la réforme territoriale voulue par le président de la République sortant, que s'il était réélu, il n'y a plus de collectivités locales. Il n'y a plus de collectivités qui permettent de résister à la politique menée au niveau national. Donc on détient les collectivités locales, mais la principale des élections, il faut quand même la gagner. Et les socialistes ne l'ont pas gagnée depuis très longtemps. Vous voyez, c'est pour ça que je vous le dis, à la fois, il y a cette nécessité, même pour ceux qui à un moment donné pouvaient se dire, est-ce que dans le cadre du partage des responsabilités, on peut gagner l'élection nationale et l'élection locale? La France des régions à gauche et l'Élysée à droite. Voilà, ils sont persuadés que une nouvelle phase de la décentralisation passe par une victoire aux élections présidentielles. Et puis, le plus important, c'est que ce réseau de 30 000 élus qui est au contact au quotidien avec la population, dans les zones rurales, dans les zones urbaines, n'ont jamais été au contact d'une telle crise sociale. Alors, on va en parler dans notre dossier. C'est Bernard Gors qui prend le relais de la Croix. François Hollande, pas plus tard qu'hier, a été obligé de faire une sérieuse mise au point avec tous ses lieutenants, enfin tous les ténors du Parti socialiste, parce qu'il y a quelques cafouillages. On en reparlera sur le fond, sur l'affaire des 60 000 enseignants qu'il s'agirait d'embaucher en cas de victoire. Alors comment expliquer cette situation? Est-ce qu'il y a un flou sur le projet, ou est-ce qu'il faut mettre cette mise au point sur le fait qu'il y a un manque de discipline à l'intérieur du Parti socialiste? Alors,
Ni l'un ni l'autre. Vous voyez, le Parti socialiste, qui est aujourd'hui le seul parti qui peut gagner l'élection présidentielle en appliquant un autre programme économique, social, environnemental que celui de Nicolas Sarkozy, c'est un parti de rassemblement. Donc c'est vrai que, comme ça a toujours été le cas, hein, souvenez-vous, même du temps de Mitterrand, il faisait cohabiter dans la même pièce, aussi bien Gaston Defferre que Jean-Pierre Chevènement. Et hier, si vous voulez, c'est un chef de bataille qui a eu l'occasion de s'adresser à ses troupes en disant, voilà, il y a un certain nombre de choses qu'il faut préciser pour que, à la fois, l'on soit capable de s'enrichir de nos différences, mais que ce ne soit pas à un moment donné un affaiblissement. Et finalement, pour toutes celles et tous ceux qui, depuis des semaines et des mois, disaient, mais est-ce que Hollande a de l'autorité? Hier, c'était le patron. À la fois, il faut du débat dans une organisation politique, mais dans une élection présidentielle qui est aussi la rencontre d'un ou une individu avec le peuple de France, eh bien, qu'il y ait eu cette démonstration hier de la part de François Hollande qu'il était le patron, c'est finalement une bonne chose. Mais pourquoi la sensibilité de gauche du PS, autrement dit, pour être clair, Arnaud Montebourg, Henri Emmanuelli, a éprouvé le besoin de marquer un peu sa différence, tout doucement mais nettement? Est-ce que ça veut dire parce qu'ils ont le sentiment que François Hollande n'a pas suffisamment rassemblé à gauche du PS? Non, je ne crois pas. Je pense qu'il y a toujours cette inquiétude qui existe hein, lorsque l'on doit faire des choix. Et à la veille de l'annonce d'un certain nombre de grandes orientations, c'est est-ce que nous sommes là pour simplement démontrer que nous pouvons mieux gérer que l'actuelle équipe et l'actuel président de la République, ou est-ce que nous sommes là pour changer? Et je pense, et François Hollande a eu l'occasion de bien l'exprimer hier, et je regrette que ce n'est pas là-dessus que la communication s'est faite après la réunion de l'équipe de campagne, il a dit attention, moi, je ne suis pas là simplement pour dire on remplace Nicolas Sarkozy par François Hollande. Il faut que les Français sachent qu'une autre politique est possible. Et je pense que c'est, vous voyez, cette période à la veille de l'annonce des grands titres de son programme qui a amené ce genre de déclaration et cette mise au point qui était à la fois indispensable et bienvenue. Romain Masneau, RCF. Alors les derniers sondages confirment tous une nette avance de François Hollande face à Nicolas Sarkozy pour le second tour. Est-ce que le risque n'est pas d'oublier un peu vite le premier tour avec la percée dans ces sondages de Jean-Luc Mélenchon à gauche de la gauche et de François Bayrou au centre? Est-ce que vous prenez au sérieux le risque d'un nouveau 21 avril? Vous savez, une élection, elle est gagnée et au premier et au deuxième tour que si l'on se bat. Et je pense que là, nous sommes pour le premier tour, engagés pour le premier tour. Et il faut que l'on réussisse à démontrer qu'on ne peut pas simplement être sur le rejet de Nicolas Sarkozy. Il est important dans le pays, mais pourquoi je ne souhaiterais pas que l'on en reste qu'à cette dimension? Parce que si l'on en reste simplement à l'idée de dire il faut voter contre Nicolas Sarkozy, eh bien on peut avoir un certain nombre de votes protestataires, un certain nombre de votes radicaux qui apparaissent. Alors que la question qui est posée, que nous devons poser à l'ensemble des électeurs de gauche, c'est de dire très bien, vous ne voulez plus de Nicolas Sarkozy, on l'a compris, mais maintenant la question est de savoir si vous voulez une autre politique. Et franchement, on aura l'occasion d'y revenir, si vous le souhaitez, au cours de cette émission. La seule autre politique possible, applicable, elle est incarnée par François Hollande. Une politique qui permette de montrer une différence totale au niveau économique, au niveau social et au niveau environnemental. Louis Defresne, Radio Notre-Dame. Vous avez dit à l'instant que François Hollande et Martine Aubry partageaient l'essentiel du programme. Oui. Or, Martine Aubry apparaît pour un certain public peut-être comme une personnalité qui sait essentiellement parler au public de gauche, peut-être moins aux Français dans leur ensemble. Et François Hollande a une rondeur qui peut-être lui permet de s'adresser à d'autres publics. Sur quel point sont-ils vraiment en accord tous les deux? Je crois qu'ils sont totalement en accord sur l'idée de nous sommes maintenant à la fin d'un cycle. Ils sont en accord sur une analyse historique. Vous voyez, après la chute du mur, on a eu l'impression que s'installait en France comme au niveau international l'idée de il n'y a plus deux modèles, il n'y en a plus qu'un seul. Et du coup, tous les discours qui avaient commencé à être prononcés par Reagan, Thatcher, Bush sur le thème, il n'y a que le marché, il faut libérer le marché. Donc il faut en finir avec les impôts, le service public, il faut libérer tout cela. Et aujourd'hui, ils sont déjà d'accord sur cette analyse historique que de dire, dans cette phase supplémentaire, dans cette crise supplémentaire du capitalisme, dans sa phase capitalisme financier, c'est la démonstration
qu'il y a besoin de changer de système, que l'on ne peut plus avoir, comme ça a été le cas ces dernières années, la financiarisation de l'économie qui finalement aspire une grande partie de la richesse collective pour la distribuer beaucoup plus aux actionnaires que pour réussir à réinstaller de la justice et de l'égalité dans la société. Si vous me permettez, pour ne pas être dans simplement le discours, je voudrais vous renvoyer à une étude qui a été publiée la semaine dernière, qui a pris les résultats de toutes les entreprises du CAC 40 sur le dernier quinquennat. Là où il y a 5 ans, elles investissaient 100, aujourd'hui elles investissent 70. Là où il y a 5 ans, elles distribuaient 100 à leurs actionnaires, aujourd'hui elles ont distribué 136. Et vous voyez, je pense que c'est cela le point commun de tous les socialistes aujourd'hui, notamment de Martine Aubry et de François Hollande, c'est que nous n'aurons pas la possibilité de combattre l'injustice et les inégalités si on ne change pas de système. Et puis la deuxième des choses, c'est dans les mesures factuelles. S'il n'y a pas une autre politique économique de mener, nous ne réussirons pas à faire faiblir le chômage. S'il n'y a pas une autre politique économique et sociale menée, l'on ne réduira pas la misère, la souffrance et les inégalités dans le pays. Donc sur l'essentiel, ils sont unis. Après qu'il puisse y avoir sur tel ou tel sujet des discussions, je suis sûr que nous y reviendrons. Ça me paraît tout à fait normal dans un parti démocratique. Vous savez, l'histoire nous le montre dans le pays. Il n'y a pas 36 000 solutions. Où les organisations politiques sont des organisations démocratiques et on débat, ou c'est le centralisme démocratique, et là on a vu dans quelle impasse cela pouvait conduire ce genre de comportement. Donc malgré les couacs et les discussions, je préfère encore le fonctionnement d'une organisation démocratique. Claude Barthelone, sur cette première partie, une dernière question de Bernard Gors de la Croix. Oui, avant de parler du fond, encore une fois, sur la stratégie, François Hollande paraît quand même en difficulté. Soit il en dit trop et il s'expose à des critiques, et même voire à se faire piller un certain nombre d'idées, soit il n'en dit pas assez et on l'accuse de flou ou de ne pas savoir ce qu'il veut vraiment. Alors comment gérer dans les jours qui viennent, que peut faire François Hollande pour sortir de cette phase très délicate? Il faut qu'il dise juste, il faut qu'il soit capable de dire voilà les choses qui vont changer, dans le cadre notamment d'une première année où nous allons retenir un taux de croissance de 0,5%, c'est-à-dire un taux de croissance plus rigoureux que celui qui a servi au gouvernement pour boucler son budget. Et il faut qu'il soit capable déjà de mettre un certain nombre de repères pour montrer aux électrices et aux électeurs qu'ils ne vont pas simplement renvoyer dans l'opposition Nicolas Sarkozy, mais qu'ils vont changer de politique. Et c'est pour cela qu'il a eu l'occasion de dire, notamment aux organisations syndicales, voilà, le jour où je serai élu, eh bien tous ceux qui auront 41 annuités de cotisation et qui auront 60 ans pourront partir à la retraite. Après, nous aurons un grand débat, puisque d'ailleurs c'était prévu dans le cadre de la loi sur la réforme des retraites. Il devait y avoir une clause de revoyure en 2013. On l'aura dès 2012 pour voir exactement comment on peut stabiliser le système par répartition, assurer son financement et le rendre juste, notamment pour ceux qui ont des carrières pénibles. Mais vous voyez, c'est l'idée de dire... Je montre qu'il y a changement et après, nous avons un débat et nous avons petit à petit une négociation, notamment sur les questions sociales, avec les partenaires sociaux pour réorienter le navire France sur une autre direction. Nous allons creuser ce dossier social, Claude Barthelone, dans cette deuxième partie. Je vous propose de marquer une première pause sur cette émission Face aux chrétiens. Nous retrouverons notre invité dans quelques instants. Notre invité aujourd'hui est Claude Barthelone, député PS de Seine-Saint-Denis et président du Conseil général. Il est interrogé par Bernard Gors de la Croix, Louis Dauphren de Radio Notre-Dame et Romain Masneau pour RCF. Alors voici venu donc le moment d'ouvrir notre dossier de la semaine, les réponses à la crise avec les mesures de Nicolas Sarkozy et les propositions de François Hollande. Vous avez organisé vous-même les rencontres que ce dernier a eues avec les organisations syndicales un peu avant ce sommet de l'Élysée de mercredi. Commençons par la perception que l'on peut avoir de cette crise du côté des banlieues, que vous connaissez bien. En 2008, vous aviez ravi au PC la présidence du Conseil général de Seine-Saint-Denis, un bastion de la ceinture rouge, comme on l'appelait, un département où cohabitent efforts remarqués de relance, mais aussi où sinistres records en matière de chômage, de pauvreté ou encore d'insécurité. Alors, ce que je voudrais vous demander pour commencer ce chapitre, en quoi l'État de François Hollande, président de la République, vous donnerait-il plus de moyens que celui de Nicolas Sarkozy, actuel président? Concrètement, Claude Barthelone.
D'abord en réactivant un certain nombre de secteurs qui sont de la responsabilité de l'État et qui sont porteurs de justice. Vous voyez, moi je ne demande pas beaucoup de choses dans un premier temps. D'abord l'école. L'école. Parce que aujourd'hui, lorsque sur un département, vous avez dès le brevet et au niveau du bac 10 points de décalage entre les résultats de la région et même nationaux et ceux du département, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Aujourd'hui, quand vous avez dans ce département des enfants qui décrochent, parce que, on le sait bien, au niveau de l'éducation, à un moment donné, notamment dès le collège, et notamment au niveau de la classe de 4e, quand on a connu 1 ou 2 redoublements déjà, quand on est dans la période de l'adolescence, quand on n'a plus le point de repère de l'enseignant unique, quand on n'a pas forcément le soutien culturel, le soutien de sa structure familiale, on est dans une situation plus difficile. Et si l'on ne tient pas compte de ce besoin de moyens supplémentaires dans un département qui est aujourd'hui le plus jeune et le plus pauvre de France, eh bien, il y aura un certain nombre d'enfants dont la vie sera terminée avant même qu'elle ne sera commencée, avec un coût social pour la nation. Parce que certes, il y aurait des économies au niveau de l'éducation nationale si l'on ne met pas des postes suffisants, mais ce sera une dépense que l'on retrouvera au niveau du budget de la justice, au budget de la police. J'allais vous le dire, parce que tout le débat, notamment avec cette histoire de couac au sein du Parti socialiste, vise à cette histoire de redéploiement ou pas, ou nouveau crédit. Et ça vise particulièrement l'éducation nationale, sur les 60 000 postes proposés par François Hollande. J'ai eu l'occasion, dès le début de cette émission, de vous dire, attention, nous allons arriver dans une période d'argent public rare. Et il n'est pas question qu'après la victoire de François Hollande, on soit installé dans l'idée d'une parenthèse socialiste. Donc, il est évident que cela se fera avec un nombre de fonctionnaires constant. Mais dans le cadre des différents départs en retraite, là où des fonctionnaires partiront et qui dépendent d'autres ministères, on embauchera... Lesquels ? Parce que les méchantes langues vont vous dire vous allez appauvrir les infirmières pour renforcer les instituteurs. Je vais vous prendre un exemple précis qui me paraît vraiment compréhensible. Vous avez évoqué mes responsabilités au niveau du département aujourd'hui. Nous n'avons pas été au bout de la décentralisation. Et il y a un certain nombre de postes qui sont doublés entre l'État et les collectivités locales. Aujourd'hui, lorsque je vois par exemple sur tout le secteur de la jeunesse et des sports, il n'y a plus aucune raison que l'État conserve des fonctionnaires qui n'ont plus les moyens de mener des politiques, qui dépendent totalement des collectivités locales. Il faudra aller au bout de la décentralisation. Je suis sûr que c'est un gisement d'emploi extrêmement important. Romain Masneau, RCF. Je voudrais revenir au sommet social qui s'est tenu ce mercredi à l'Élysée. Il a débouché sur plusieurs annonces avec l'embauche de 1000 personnes supplémentaires à Pôle emploi, 150 millions d'euros pour la formation des chômeurs de longue durée et puis 140 millions d'euros également pour favoriser le chômage partiel ou le travail partiel, c'est selon. Est-ce qu'il y a quand même quelques mesures dans cet éventail qui trouvent grâce à vos yeux? Alors, d'abord, on est chez les fous. Regardez, je vais vous prendre l'exemple de Pôle emploi. On nous annonce 1000 postes de CDD qui devraient venir rejoindre les rangs de Pôle emploi, alors que l'année dernière, on a supprimé 1800 postes. 1800 postes. On est chez les fous. C'est que voilà maintenant des mois que les organisations syndicales réclamaient de la part de l'État une organisation d'un sommet social sur le chômage partiel. On est chez les fous. Voilà des mois qu'au niveau de l'Assemblée nationale, le groupe socialiste auquel j'appartiens disait attention, on ne peut pas continuer à avoir une politique qui défiscalise les heures supplémentaires dans une période de chômage de masse, et puisque l'on prend régulièrement au niveau de l'État et au niveau du président de la République l'exemple allemand, en Allemagne, au niveau du chômage partiel, ce sont 6 milliards qui ont été consacrés pour que les salariés n'aient pas de rupture dans leur déroulement de carrière, pour que lorsque dans des entreprises il y a des périodes de creux sur les carnets de commandes, on en profite pour former ces personnels, pour qu'ils ne quittent pas le monde du travail. Et c'est ce qui explique que l'Allemagne soit aujourd'hui en train de connaître un rebond, parce que l'ensemble des personnels qu'elle a su conserver et former pendant la période où on a senti même là-bas la crise, peuvent redémarrer dans leur activité professionnelle tout de suite. Donc, vous voyez, moi j'ai considéré que même si on évoque des mots qui peuvent être doux à mon oreille, chômage partiel, chômeur de longue durée, Pôle emploi, c'est réellement un sommet social de fin de règne qui arrive trop tard et qui n'aura pour l'essentiel
aucune action nouvelle dans les semaines qui viennent. Les mesures résumées par Romain Masneau, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Alors, bonne chose, par exemple, une nouvelle règle sur le chômage partiel négociée entre les partenaires sociaux, ce sera une bonne chose. Mais vous voyez bien qu'il y a un écart énorme à population à peu près comparable entre les 6 milliards que je viens d'évoquer qui ont été nécessaires en Allemagne et les 450 millions par redéploiement, alors que le budget de l'emploi a baissé l'année dernière. On est vraiment dans quelque chose qui relève de la communication gouvernementale, et je le dis, j'ai vraiment l'impression que c'est un sommet qui a été organisé pour cacher l'essentiel. L'essentiel, même si je vois bien les difficultés qui existent au sein de la majorité du président de la République sur ce sujet, c'est de préparer déjà l'annonce d'une augmentation de 2 points de la TVA, c'est-à-dire un prélèvement de 13 milliards, qui sera un mauvais coup porté non seulement aux salariés, aux retraités, aux chômeurs, mais qui sera une mesure contre-cyclique, parce que ce n'est vraiment pas en ce moment qu'il faut réduire la consommation. Ça aura des conséquences négatives pour les entreprises et pour l'emploi. Alors justement, sur la TVA sociale, est-ce que vous êtes d'accord au moins sur le constat que le coût du travail en France est trop élevé, qu'il explique en partie le chômage important dans notre pays? Alors, si j'ai 2 minutes. D'abord, je ne pense pas que ce soit une question que de coût du travail. Vous voyez, si c'est vraiment une question de coût du travail, ce n'est pas 13 milliards que l'on enlèverait de la charge salariale des entreprises qui vont nous permettre de lutter contre les salaires indignes qui existent dans un certain nombre de pays aujourd'hui et contre le travail des enfants. Et pour le haut de gamme, je prends par exemple nos amis allemands, ce n'est pas la réduction de 13 milliards du coût de travail qui vont amener d'un seul coup des consommateurs à acheter des produits de haut de gamme fabriqués en Allemagne et que nous ne fabriquons plus aujourd'hui en France. Il y a un véritable problème de positionnement de notre production qui est sur une gamme intermédiaire et qui nous renvoie plutôt à une nécessité de développement, de recherche et de développement pour donner à nos entreprises la capacité d'exister sur des produits que nous ne fabriquons plus. Après, pour être encore plus clair, qu'il puisse y avoir une partie des charges qui sont ceux qui pèsent sur le coût du travail, notamment ceux de la branche famille, puisqu'on a un budget de 51 milliards de la branche famille dans les comptes de la sécurité sociale, et 60% de ces 51 milliards sont portés par les entreprises. Qu'il puisse y avoir un débat là-dessus. Moi, je conviens que cela puisse être nécessaire. Mais que l'on puisse dire que sur cette branche famille que l'on rendrait, qui relèverait d'une imposition nationale, l'on fasse payer cette somme par la TVA, c'est une erreur. C'est une erreur. Si sur ce nouveau prélèvement, on ne réinstalle pas justice et progressivité, je pense que nous aggraverons une fois de plus l'inégalité qui existe devant l'impôt et les prélèvements dans le pays. Bernard Gors, La Croix. Oui, on est à des taux de chômage jamais atteints depuis des années. Les propositions de François Hollande paraissent un petit peu en deçà de l'enjeu. Quand il parle des emplois de génération, qui consistent à exonérer une entreprise qui garderait un senior tout en embauchant un jeune, est-ce que c'est là la seule réponse qui permettra d'inverser cette tendance d'augmentation du chômage? Non. Vous voyez bien que la première des choses qu'a eu l'occasion d'évoquer François Hollande, c'est une nouvelle politique fiscale. Parce que quand même si on a l'habitude de parler de notre pays, comme si nous étions en très grande difficulté, je veux rappeler à nos téléspectateurs que nous sommes parmi les 10 pays les plus riches du monde. La France, c'est pas n'importe quoi, c'est pas un pays qui est en voie de développement. Il y a une richesse qui est produite. Et même lorsqu'on tient compte d'un taux faible de 0,5% de croissance, il y a croissance. Mais notre véritable problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une véritable inégalité en ce qui concerne l'utilisation des prélèvements. Nous avions eu l'occasion de dire ce que nous pensions de la loi TEPA, le fait d'accorder le bouclier fiscal, de mettre 5 milliards sur la réduction des heures supplémentaires, de mettre autant sur la réduction de la TVA sur la restauration. Nous avons un certain nombre de niches fiscales qui provoquent des inégalités. Eh bien, si l'on peut, sur l'ensemble de ces sommes, dès la première année, dégager l'équivalent de 50 milliards, on aura une arme fiscale pour réinstaller non seulement de la justice, mais pour réorienter l'économie et redonner une chance à la consommation des classes les plus populaires qui,
à la fois donnent une chance à la croissance et ne viennent pas forcément tamponner les importations avec les difficultés que ça peut provoquer. Après, bien entendu, il y aura des mesures de court terme comme celles que je viens d'évoquer, mais il y aura des mesures de moyen terme et de long terme. Vous voyez, lorsque l'on parle du fait que les gisements d'emploi pour les prochaines années sont dans les PME, PMI, qu'ils vont exister, qu'il faut créer une banque de développement de ces PME, PMI, qu'il faut faire une différence sur la fiscalité des entreprises entre celles qui créent de l'emploi, qui font de la recherche et du développement ou qui distribuent des dividendes à leurs actionnaires. Il y a des mesures de court terme, il y a des mesures de plus long terme. Mais il y a une mesure symbolique, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation incroyable. Nous sommes les derniers de la classe européenne sur l'emploi des jeunes. Et nous sommes les plus mauvais de la classe à un moment où on parle de rallongement du temps passé dans l'emploi pour le chômage des seniors. Et c'est la raison qui a amené François Hollande à dire, voilà, sur ces deux bouts de la chaîne, il faut maintenant qu'il y ait négociation avec les partenaires sociaux pour éviter cette casse, pour que nous soyons dans une situation qui amènerait dans les prochaines années, si nous ne sommes pas attentifs, à voir la France disparaître sur un certain nombre de secteurs de production parce que nous n'aurions pas transmis le savoir aux nouvelles générations et un certain nombre d'entreprises françaises et du génie français sur un certain nombre de productions pourraient disparaître. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Pour rebondir juste sur ce que vous disiez à l'instant, cette casse au deux bouts de la chaîne, elle est aussi due à la rigidité du système, en particulier pour les personnes qui doivent cesser de travailler à un âge qui est défini. Il y a des pays où on se forme tout au long de la vie et où les seniors, si on prend les pays scandinaves, peuvent continuer à travailler en particulier. C'est bien parce qu'on a un système aussi qui était assez rigide et auquel vous avez quand même contribué. Alors regardez, c'est bien souvent là où il y a une petite méconnaissance. Le départ à 60 ans est un droit et ce n'est pas une obligation. C'est un droit et ce n'est pas une obligation. Et c'est pour cela que la mesure symbolique annoncée par François Hollande va dans ce cheminement. C'est de dire, voilà, pour celles et ceux, vous savez, j'ai l'habitude de dire, la retraite, elle n'est pas faite pour les morts. Bon. Or, pour un certain nombre de salariés qui ont commencé à travailler très jeunes, qui ont les métiers les plus pénibles, dire vous allez devoir travailler plus longtemps, c'est de dire, voilà, vous n'allez pas profiter de votre retraite. Et après, il y a cette possibilité qui est laissée. Il faudra discuter du niveau de la décote, il faudra discuter de la pénibilité, mais il n'y a pas, contrairement à ce qui est bien souvent expliqué, il n'y a pas un coup près à 60 ans. Après, que pour un certain nombre d'entreprises, elle n'est pas, malheureusement, et c'est un vrai défaut à la fois de la faiblesse du débat social dans ce pays, de réelle politique, de management et des générations et de leurs salariés, si vous voulez que je vous dise ça, je vous dirai oui. Et c'est une véritable question. C'est une véritable question qui est d'autant plus d'actualité que dans le cadre des ruptures conventionnelles aujourd'hui, on voit un certain nombre de salariés dire « bon, après tout, on me propose de partir en empochant un petit pactole, je m'en vais parce que je n'ai aucune visibilité sur la suite de ce que peut être ma carrière professionnelle ». Et du coup, on voit là aussi des mesures qui peuvent coûter cher, qui ne donnent pas assez de visibilité aux salariés et sur lesquelles il faudra revenir. Mais quand Jean-Luc Mélenchon dit que les socialistes abandonnent la fameuse retraite à 60 ans, il a tort ? Il a tort. Pourquoi a-t-il tort ? Puisqu'il faudra avoir cotisé pour partir à 60 ans. Bien entendu, il faudra cotiser. Il faudra cotiser. C'est sur ce point où François Hollande a eu l'occasion de dire, dès mon arrivée, il y aura un sommet social. Dès mon arrivée, nous reprendrons la clause de revoyure sur les retraites qui était prévue en 2013, comme je vous le disais tout à l'heure, pour le mettre en 2012, parce que nous voulons sauver le système par répartition, et nous souhaitons qu'il puisse y avoir, même dans une période difficile, à la fois de la justice et de la responsabilité financière par rapport à un sujet comme celui-là. Une dernière question de Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Oui, je trouve votre discours très français, en fait, enfin très hexagonal, si je puis me permettre cette expression. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé du travail des enfants en faisant allusion à la concurrence internationale. Que ferait le PS au pouvoir pour rebattre un peu les cartes de ce point de vue-là, puisqu'on assiste à une désindustrialisation très forte dans notre pays et au fait qu'il y a quand même des règles du jeu qui nous sont peut-être défavorables. Est-ce que vous comptez remettre des règles du jeu sur la table, en reparler au niveau de l'OMC par exemple? Quelles sont vos ambitions de ce point de vue-là? Je voudrais revenir sur le début de votre question parce qu'elle me paraît centrale. Vous voyez, j'ai beaucoup parlé de l'Hexagone et de la situation en France. Pourquoi? Parce que je me situe moi totalement dans la dimension européenne et internationale, mais pour que la France compte au niveau européen, ça passe par un renforcement de notre situation économique et sociale.
Regardez aujourd'hui pourquoi ça se passe aussi mal entre Mme Merkel et M. Sarkozy, en dehors de l'animosité qui existe entre les deux, qui ne sont pas les mêmes. Il suffit de les voir physiquement pour constater qu'ils ne sont pas les mêmes. Nous sommes dans une position où l'on ne peut pas négocier de la même manière avec les Allemands. Donc moi, je suis sur ce slogan, si vous me le permettez, une France forte dans une Europe qui compte. Pour que la France puisse être entendue au niveau européen, il faut qu'elle soit beaucoup plus forte au niveau économique et social qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et après, dans une Europe qui compte. Écoutez, je pense qu'il y a un moment donné, moi je ne suis pas pour le protectionnisme, mais pour la règle du jeu. Nous avons eu, dans le cadre de la construction européenne, dans le cadre de l'OMC, des critères de convergence qui touchaient plus la monnaie que les dimensions sociales ou environnementales. On ne pourra pas continuer comme ça. Je pense que dans le cadre de l'OMC, il faut maintenant qu'il y ait une négociation beaucoup plus forte pour éviter qu'il y ait des dérives au niveau des règles sociales qui pourraient conduire, dans la situation la plus ubuesque, à reconnaître le travail des enfants. Et il faut qu'il y ait des négociations sur les conditions environnementales. Et que peut-on imposer du domaine social, du point de vue social? Que peut-on imposer? Eh bien, je pense que l'on peut... bien entendu, je ne vais pas vous dire on va mettre le SMIC que nous connaissons aujourd'hui au niveau français ou européen sur l'ensemble de la planète. Mais regardez, nous avons su mettre en place des critères de convergence au niveau monétaire. Avant d'arriver à l'euro, il y avait des monnaies au niveau européen qui étaient très différentes les unes des autres. On s'était inscrit dans un programme. Et qu'il puisse y avoir, en direction d'un certain nombre de pays qui exportent leur production en direction de la France ou du continent européen, un certain nombre de règles du jeu, ça me paraît extrêmement important. Et puis, je voudrais insister là-dessus. Il y a un marché européen. Et croyez-moi que c'est toujours avec beaucoup d'intérêt que je constate que notamment ceux qui sont le plus attentifs à ce besoin de sortir l'Europe de la crise en Allemagne, ce sont les patrons allemands. Parce qu'eux savent très bien que même si on parle beaucoup de leur exportation en direction de la Chine, 60% de leur exportation se font en direction des autres pays européens. Et ils ont compris, eux, que s'il devait y avoir demain paupérisation de la Grèce, du Portugal, de l'Italie, de la France et d'autres pays, ce sont leurs exportations, la santé de leur entreprise et leur niveau de chômage qui seraient touchés. Donc vous voyez, moi je crois réellement qu'il y a une place pour le débat, pour la négociation, pour le changement d'orientation au niveau européen et au niveau international. Mais pour nous, Français, ça passe par l'idée d'un pays qui a changé au niveau économique, au niveau social. Dans les négociations européennes aujourd'hui, les Allemands nous ressentent comme ceux qui veulent venir grignoter leurs économies. On ne peut pas en rester à une telle situation. Claude Barthelone, nous allons marquer une seconde pause dans cette émission Face aux chrétiens. Nous retrouvons notre invité dans quelques instants. Notre invité aujourd'hui est Claude Barthelone, député PS de Seine-Saint-Denis et président du Conseil général. Il est interrogé par Bernard Gors de la Croix, Louis Dauphren de Radio Notre-Dame et Romain Masneau de RCF. Alors, Claude Barthelone, quelques questions d'actualité pour terminer cette émission. Je commence. Une assistante maternelle agréée ne pourra plus chez elle soit porter de voile, soit même avoir des signes religieux distinctifs dans son appartement. C'est tout au moins ce que les sénateurs ont adopté comme proposition de loi mercredi. Je voulais vous demander si vous partagiez cette conception d'une laïcité qui rentre dans le domaine du privé, ce me semble. Alors, c'est très dur pour le président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis. C'est pour ça que je vous pose la question. C'est pour ça que je vous pose la question. Je remettais, vous voyez, c'est une question totalement d'actualité. Je remettais les diplômes des assistantes maternelles, puisque nous faisons maintenant une session de formation en Seine-Saint-Denis samedi dernier. Et j'en voyais quelques-unes qui avait un voile discret, hein, on est loin du tchador. Et je me posais cette question, et je me disais là, est-ce qu'on n'est pas en train d'aller trop loin? Je le crois. Je pense que sur cette question des assistantes maternelles, sur la question des mères de famille qui ne pourraient plus accompagner leurs enfants en sortie scolaire si elles portent un voile, entendons-nous, hein, un voile qui n'est pas ostentatoire sous la forme de tchador, comme tout laïc que je suis, je trouve que là, nous allons trop loin. Est-ce que vous pensez que ça risque en effet d'être perçu
comme une offensive contre la communauté des femmes musulmanes. Alors, vous voyez, je ne pense pas que ce soit une question d'être ressenti comme une agression. Parce que les socialistes sénateurs ont voté cette proposition de loi. Oui, je sais. Mais vous voyez, c'est aussi la question du débat chez les socialistes. Moi, je ne pense pas que pour un certain nombre de ces femmes, elles se sentiront victimes d'une attaque en règle, mais l'on pourrait prendre du recul dans l'intégration parfaite d'un certain nombre d'entre elles. Parce que moi, je pense que pour un certain nombre de ces assistantes maternelles, les aider à travailler, avoir un travail régulier, avoir un contact avec les parents, les enfants qui leur sont confiés, eh bien, c'est un outil d'intégration fantastique. Permettre à un certain nombre de ces mères d'accompagner leurs enfants dans une sortie scolaire, dans un établissement culturel, etc., c'est un moyen d'intégration fantastique. Donc là-dessus, peut-être que je suis trop marqué par l'affection que je porte à mon département, mais... Au début, nous étions partis sur une question de dignité de la femme avec ces différentes propositions laïques. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de glisser sur, en effet, atteinte au domaine plus religieux? Et dans ce cas-là, est-ce que le voile, c'est une atteinte à la dignité de la femme ou est-ce que c'est un signe religieux? Alors c'est ce que je vous disais, je pense que autant il y a un certain nombre de points sur lesquels il fallait revenir pour faire la différence entre la part privée de l'individu et la part publique. Mais là, vous voyez, on est dans ces... malheureusement, il n'y a jamais le bien et le mal séparés d'une manière aussi évidente. Et là, je pense que c'est un dossier sur lequel on devrait réfléchir. Romain Masneau, RCF. Alors, pendant ce quinquennat, on a beaucoup entendu la gauche s'indigner face à la politique migratoire du gouvernement, notamment sur les objectifs chiffrés d'expulsion ou sur les propos du ministre de l'Intérieur sur le trop grand nombre d'immigrés en situation régulière. Quelle serait la politique de la gauche si elle arrive au pouvoir dans quelques mois à propos de l'immigration, et est-ce que vous régulariserez des sans-papiers et selon quels critères? Alors, d'abord, soyons clairs, hein, ce ne sera pas France, territoire ouvert, parce qu'à un moment donné, on connaît trop de difficultés. Et c'est un fantasme auquel il faut tordre le cou, parce qu'on n'a pas une explosion de l'immigration. Mais aujourd'hui, il y a un premier scandale sur lequel la gauche devra revenir, ce sont les travailleurs immigrés salariés sans papier. Et aujourd'hui, c'est évident que la gauche arrivant au pouvoir, sur des critères de régularisation, il faudra tenir compte de cette situation. On le sait très bien. J'avais eu une conversation avec un certain nombre de préfets de région qui sont loin d'être des gauchistes, notamment de la région Île-de-France, qui disaient « Aujourd'hui, nous sommes dans une situation incroyable. C'est que pour un certain nombre de nos entreprises, sans ces travailleurs immigrés sans papier, elles ne pourraient pas fonctionner. » Et donc, il faudra que l'on réinstalle une politique sur critères, hein, pour ne pas créer ni d'appel d'air pour essayer d'éviter la création de tous les fantasmes, mais qui puisse dire, voilà, nous sommes à la fois une terre d'accueil, mais aussi une terre sur laquelle il y a un certain nombre de règles qui sont appliquées pour pouvoir bénéficier de cet accueil. Bernard Gors, La Croix. Oui, sur le logement, qui est une des préoccupations majeures des Français, surtout en Ile-de-France. Concrètement, qu'est-ce que vous proposeriez de faire pour apporter un peu de financement à la construction, et notamment à la construction de logements sociaux? Alors, d'abord, il va falloir réalimenter la pompe. Je vous le dis, nous allons connaître en 2013, à conditions comparables, la plus grave crise du logement que nous n'avons jamais connue. Parce que le gouvernement actuel, qui avait mis beaucoup de moyens financiers, notamment dans le cadre du Cellier, sur du logement construit avec cadeau fiscal, a supprimé le Cellier. Mais ces crédits n'ont pas été reportés sur un autre échelon de la construction. Donc aujourd'hui, je le dis casse-cou, sur ce secteur, s'il n'y a pas de changement de politique, c'est une véritable catastrophe au niveau de l'emploi, au niveau de la santé des entreprises du bâtiment et au niveau du logement. Changer pourquoi alors? Alors, changer pour redonner une chance à l'ensemble de la chaîne résidentielle. Parce que, vous voyez, là-dessus aussi, je pense qu'on ne peut pas rester simplement à regarder un seul des créneaux de la chaîne résidentielle. Je pense qu'il faut que nous ayons une action forte dès le départ sur les prêts pour les logements à utilisation sociale. Pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui le logement qui manque le plus. Lorsque j'entends le gouvernement se flatter du nombre de constructions qui ont été réalisées, j'ai la tentation de lui poser la question, oui, mais pour qui?
Oui, mais pour qui? Et notamment avec le CEDIE, on a mis en place toute une gamme de logements, pas forcément dans les zones où il y a une situation de tension et pas forcément en direction de ceux qui en ont le plus besoin. Donc moi, je souhaite qu'il puisse y avoir de nouveau des moyens budgétaires consacrés au logement et je crois que notamment dans les zones de tension, il faudra une politique foncière totalement différente. Aujourd'hui, le prix du foncier, la raréfaction du foncier oblige des collectivités à sortir des logements dont le loyer le rend inaccessible à celles et ceux qui en ont le plus besoin. Donc je pense qu'il faut que l'on ait une montée à charge sur les 3 ans qui viennent, qui mettra à la fois le paquet sur le logement social, mais qui devra tenir compte aussi de l'accession sociale à la propriété et des autres secteurs de logement, parce que je pense que lorsqu'il y a des familles qui sont dans du logement social et qui peuvent prétendre à une autre gamme du parcours résidentiel, c'est un logement qui se dégage pour celles et ceux qui en ont le plus besoin. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Sur cette question du logement encore, est-ce que vous regardez, par exemple, dans d'autres pays, je pense à Singapour. À Singapour, on n'a pas le droit d'être locataire, on n'accepte que des propriétaires. Il y a des communautés extrêmement diverses qui cohabitent, on n'a pas le droit de critiquer la religion des autres, sinon on va en prison. Qu'est-ce que vous inspire des modèles de ce type qui aujourd'hui sont très riches, avec des fonds souverains extrêmement garnis, alors que ça n'était que des marécages il y a encore quelques dizaines d'années? Alors, vous savez, quand on regarde les modèles à l'étranger, c'est tout de suite très compliqué. À Genève, qui n'est pas considérée comme la patrie, la capitale d'un régime communiste, vous n'avez pas le droit, ou quasiment pas le droit, d'être propriétaire. Les Suisses sont peu propriétaires en général. Comment? Les Suisses sont peu propriétaires. Peu propriétaires, ils sont locataires, mais pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas acheter. C'est surtout des logements, quand vous avez le droit de construire, qui doivent être réservés à la location, et on a un petit peu cette mixité de la même manière. Et je crois que là-dessus aussi, c'est pour ça que je vous dis, c'est l'ensemble de la chaîne. Je pense que pour le logement des plus humbles, s'il n'y a pas intervention de l'État, ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas, notamment compte tenu des critères que j'évoquais tout à l'heure sur le coût du foncier, le coût de la production de logements, notamment dans les zones denses sur lesquelles on a le plus de difficultés. Parce que là-dessus aussi, on parlait tout à l'heure de vos responsabilités sur les moyens de communication sur France entière. On n'est pas du tout dans la même situation en Lozère et en région parisienne. Et donc, je crois qu'il faudra qu'il y ait une intervention de l'État pour le logement social et qu'il y ait aussi une politique, notamment sur le foncier, qui permette de construire pour des gens qui veulent se lancer dans l'accession sociale, qui sera aussi un des outils nécessaires qu'il faudra favoriser pour que ce soit l'ensemble de la chaîne. Vous savez, quand je vois le manque de logements aujourd'hui en France, on ne pourra pas monter en termes de construction en disant ça ne sera que du logement social. C'est l'ensemble de la chaîne sociale, l'ensemble de la chaîne du logement qu'il faut revisiter. Romain Masneau, RCF. Tout autre sujet, est-ce que vous trouvez normal la présence d'un évêque, en l'occurrence l'archevêque de Rouen, Monseigneur Descubes, à l'Assemblée Générale des salariés de Petroplus? Je rappelle que ce groupe suisse a décidé de cesser l'activité sur plusieurs sites, et notamment à Petit-Couronne, près de Rouen. Est-ce que ça vous choque? Ça ne me dérange pas, d'autant plus que... Alors, c'est aussi l'élu de la Seine-Saint-Denis qui s'exprime. Il y a tout le temps eu un courant de l'Église catholique en particulier qui l'a amené à s'intéresser aux salariés et au monde ouvrier. Donc, qu'il puisse y avoir aussi cette manifestation d'une prise en compte des préoccupations exprimées par à la fois ces salariés et tout un bassin de vie qui voit d'un seul coup une certaine désespérance s'installer compte tenu des décisions qui sont prises, ça ne me dérange pas. Bernard Gors, La Croix. Oui, autre sujet de préoccupation majeure, la santé. Si la gauche revient au pouvoir, va-t-elle revenir sur la liberté d'installation des médecins? Et très concrètement, êtes-vous pour des mesures coercitives pour obliger les médecins à s'installer, notamment par exemple en Seine-Saint-Denis, où vous souffrez d'un manque de médecins? Oui, sur la mesure précise, je garderai encore un joker pendant quelques semaines, mais c'est évident. Aujourd'hui, dans les zones urbaines et dans les zones rurales, c'est une difficulté qu'ils partagent. Pour un certain nombre de ces territoires, le désert médical qui est en train de s'installer ne pourra pas être accepté. Alors pour le moment, nous essayons de bricoler. Vous voyez, par exemple, en Seine-Saint-Denis, le département a décidé d'aider l'ensemble des étudiants du département qui accepteraient de s'installer en Seine-Saint-Denis. Nous bricolons. Mais nous ne pourrons pas rester dans des territoires qui ont de mauvais critères de santé. Est-ce que vous vous rendez compte, par exemple, que pour le département de la Seine-Saint-Denis, alors que nous sommes à vol d'oiseau du périphérique parisien, d'un côté du périphérique et de l'autre,
il y a une année d'espérance de vie en moins. Donc sans dire comment, vous proposez de revenir sur la liberté d'installation. Bien sûr. Bien sûr. Louis Defresne, Radio Notre-Dame. Sur l'homoparentalité, Frédéric Mitterrand s'est exprimé dans un magazine spécialisé récemment où il a dit qu'il y avait eu des progrès à droite sur l'idée que le mariage gay puisse être aussi l'une des causes du camp de Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que vous dites là-dessus? Est-ce que pour vous, c'est un point important de la campagne? Est-ce que vous allez vous battre sur ce dossier de l'homoparentalité? Alors, vous voyez, c'est là où je fais la grande différence entre la campagne que nous sommes en train de vivre et la campagne de 2007. 2007, ça a été une campagne, par certains côtés, on oublie, vous voyez, parce que ça paraît tellement loin déjà, qui était une campagne de sortie de crise. D'ailleurs, regardez toute la campagne et les premières mesures de Nicolas Sarkozy après sa victoire avaient cette tonalité-là. Le RSA, c'était quelque chose qui était sous-tendu par l'idée de dire ça va tellement repartir au niveau de la production qu'on va manquer de salariés. Donc tous celles et ceux qui sont au RMI, il faut les inciter à retrouver un emploi. Et même ces images du Phuket, du yacht de Bolloré, etc., c'était des choses qui correspondaient à une société qui allait bien. Et du coup, la campagne de 2007 a tellement été faite dans ce contexte de ça va repartir que l'on a eu une campagne qui s'est faite beaucoup plus sur le sociétal que sur le social. Je me souviens même dans notre propre camp, la discussion avec Ségolène Royal à l'époque pour savoir s'il fallait parler du niveau du SMIC ou pas. Tandis que ce coup-ci, c'est tellement grave et on le ressent même dans le comportement des militants, des électeurs, que ce sera une campagne qui se fera essentiellement sur les questions économiques et sociales. Donc ça veut dire que ce n'est pas un dossier que l'on va systématiquement voir advenir au Parlement en novembre prochain, par exemple? Alors, le calendrier, vous savez que c'est le gouvernement qui est responsable du calendrier parlementaire pour l'essentiel. Donc, je ne sais pas à quel moment ça arrivera. Je pense, et nous avons pris des positions, nous, sur cette question du mariage homosexuel, mais je ne pense pas que ce soit sur ces thèmes sociétaux que se fera la différence entre la droite et la gauche pour la prochaine élection présidentielle. Une dernière question, Claude Barthelone. Il y a des personnalités politiques en vrac, Marine Le Pen, mais aussi Jean-Luc Mélenchon, qui disent que les socialistes ont un peu abandonné les ouvriers. Alors est-ce qu'il est vrai que le vote ouvrier a un peu déserté la candidature socialiste? Le vote ouvrier, je pense qu'il y a une véritable difficulté entre le vote politique constructif, réformateur et les classes populaires. Pourquoi? C'est-à-dire qu'elles sont plus dans la situation d'être désespérées, de ne pas avoir envie de voter pour le Parti socialiste parce qu'elles sont désespérées? De ne pas avoir envie de voter tout court. Parce que vous voyez, moi je le vois pour ce département que nous avons évoqué à plusieurs reprises au cours de cette émission. Quel est le score, quel est le parti qui fait le score le plus élevé chez les classes populaires? C'est le parti de l'abstention. Et parmi les votants, c'est le Front National? Non, en Seine-Saint-Denis, il a plutôt été stable ces derniers temps. Mais j'essaye de comprendre ce qui se passe. Or, sur une longue durée, regardez depuis 30 ans, pour cet électorat populaire, il est le premier à payer le prix de la crise et il est le dernier à profiter du retour de la croissance. Et du coup, que pour un certain nombre d'entre eux, ils soient dans l'idée de dire de toute façon, plus personne ne peut rien pour nous, et en soi à un comportement protestataire, à la fois je ne l'accepte pas en termes démocratiques, mais c'est un sujet qui doit être au cœur des propositions du Parti socialiste et du comportement du Parti socialiste pour à la fois continuer à s'adresser à l'ensemble de la société française, mais dans le même temps avoir une préoccupation pour tous ceux qui ont l'impression que la société ne leur parle plus et ne les concerne plus. Alors sur votre réflexion, je vous propose de conclure puisque le temps passe. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces sujets intéressants. Merci Claude Barthelone d'avoir répondu à notre invitation. À vous tous qui êtes fidèles à cette émission Face aux chrétiens, merci. Si vous l'avez prise en cours de route, que vous souhaitez la revoir, vous pouvez aller sur les sites internet de RCF, Radio Notre-Dame et bien entendu sur KTO qui rediffuse cette émission. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt.